Le 15 décembre de l'an 37 après Jésus-Christ, à Antium en Italie, naquit Lucius Domitius Aenobarbus. Son père était l'un des politiciens romains issus des familles nobles. Sa mère était Agrippine, la jeune, sœur de l'empereur Caligula. Son père mourut d'hydropisie alors que Lucius avait 3 ans. Il fut éloigné de sa mère à cause de l'exil que Caligula lui imposa durant son règne, laissant ainsi l'enfant chez sa tante. Après l'assassinat de Caligula, l'empereur Claude monta sur le trône. Il fit revenir sa nièce Agrippine à Rome et la réunit avec son fils. C'est là, dans ce palais, que commencèrent les plus grandes histoires de ruses et de complots qui vous étonneront, tout comme elles ont étonné l'histoire depuis des temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Dans l'histoire d'aujourd'hui, je vous raconterai des événements captivants et nous arriverons à une vérité claire à la fin. Mais cette fois-ci, ce ne sera ni un poème, ni une prose, ni une sagesse, mais bel et bien des événements réels et passionnants qui se sont véritablement produits. Cela prouve que la ruse, la tromperie et le meurtre n'engendrent que la ruse, la tromperie et le meurtre. Chacun récoltera ce qu'il a semé et vous comprendrez ce que je veux dire à la fin de cette histoire. Je vous raconterai de nombreuses histoires fascinantes de différentes époques et cultures, alors, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime pour encourager la diffusion de ce contenu qui partage notre riche histoire. Et si vous ne me suivez pas encore, cliquez sur le bouton suivre. Et n'oubliez pas la cloche pour recevoir les notifications afin de ne manquer aucune des prochaines histoires extraordinaires. Maintenant, prenez une grande inspiration et commençons notre histoire. Dès son retour à Rome, Agrippine n'avait qu'un seul objectif, que son fils Lucius devienne l'empereur de Rome quoi qu'il en coûte. Et pour cela, elle était prête à tout sacrifier, à manipuler, à faire tomber tout ce qui se mettrait en travers de son chemin. Elle commença par se rapprocher de l'empereur Claude, son oncle, et réussit à gagner son cœur. Il finit par l'épouser, même si elle était sa nièce, ce qui était considéré comme une abomination à l'époque. Mais Agrippine savait ce qu'elle faisait, et ce mariage n'était qu'un pas de plus vers son objectif. Après le mariage, Agrippine fit adopter Lucius par Claude, ce qui lui donna un nouveau nom, Néron. Il devint alors le fils adoptif de l'empereur, avec un statut impérial qui le plaçait juste derrière Britannicus, le fils biologique de Claude. Mais pour Agrippine, cela n'était pas suffisant. Elle manœuvra dans les coulisses pour retarder l'accession de Britannicus, pour ternir sa réputation et pour pousser Néron toujours plus en avant. Elle s'arrangea pour que Sénèque, le célèbre philosophe stoïcien, soit nommé tuteur de Néron. Ainsi, Néron reçut une éducation de haut niveau, raffinée et éloquente, ce qui le rendit populaire parmi les sénateurs et les nobles. Et puis, vint le moment où Agrippine fit son mouvement décisif. En l'an 54 après Jésus-Christ, Claude mourut soudainement. Les historiens sont quasiment unanimes. Agrippine l'aurait empoisonné avec un plat de champignons. Elle aurait utilisé un poison lent qui imitait les symptômes d'un empoisonnement alimentaire naturel. Dès l'annonce de la mort de Claude, Agrippine fit tout pour que Néron soit proclamé empereur immédiatement avant que Britannicus ne puisse revendiquer son droit légitime. Elle réussit. À 16 ans à peine, Néron devint empereur de Rome. Mais ce n'est pas tout. Après avoir atteint son but, Agrippine devint la femme la plus puissante de l'Empire romain contrôlant les affaires de l'État à travers son fils. Néron, jeune et influençable, la laissa faire au début. Mais au fil du temps, il commença à se rebeller contre son autorité. Après avoir accédé au trône, Néron fut d'abord un empereur docile, soumis à sa mère Agrippine. Il suivait ses conseils, obéissait à ses ordres et laissait l'administration de l'État entre ses mains. Mais avec le temps, l'arrogance s'installa dans le cœur du jeune empereur. Il se considérait comme le maître absolu de Rome et il commença à rejeter l'influence d'Agrippine, qu'il voyait comme un obstacle à sa liberté. Agrippine, quant à elle, voulait toujours garder le pouvoir, contrôler les décisions et diriger Néron comme une marionnette. Néron commença alors à éloigner progressivement les conseillers proches de sa mère et à se rapprocher de ceux qui le flattaient et lui promettaient un règne sans contrainte. L'une des premières victimes de cette transformation fut Britannicus, le fils biologique de l'empereur Claude. Même s'il avait été écarté du trône, il restait une menace politique, et les partisans de Claude voyaient toujours en lui un héritier légitime. Ainsi, un jour, alors qu'il buvait avec Néron, Britannicus mourut soudainement. Néron affirma que c'était un accident, mais les soupçons planèrent immédiatement. Tout le monde pensait qu'il l'avait empoisonné. Agrippine fut furieuse, elle comprit que son fils avait commencé à s'émanciper et que ses jours de pouvoir tiraient à leur fin. Elle essaya alors de le menacer en brandissant des documents prouvant que Britannicus était le véritable héritier. Elle voulait faire pression sur Néron pour reprendre le contrôle, mais c'était une erreur fatale. Néron se sentit trahi et humilié. Il prit alors la décision de se débarrasser de sa mère. Mais tuer une impératrice, sa propre mère, qui jouissait encore d'une forte influence politique et du soutien de l'armée, n'était pas une tâche facile. Il fallait ruser.
Néron réfléchit longuement à comment éliminer sa mère sans soulever de soupçons. Il ne voulait pas que le peuple pense qu'il avait tué celle qui lui avait donné la vie et le pouvoir. Il demanda conseil à ses proches, notamment à son ancien précepteur Sénèque, mais ce dernier resta silencieux, préférant ne pas s'impliquer. Alors, Néron décida de recourir à la ruse, comme sa mère l'avait fait avant lui. Il organisa un voyage maritime et invita Agrippine à embarquer sur un navire luxueux, construit spécialement pour elle. Mais ce bateau était piégé. Néron avait fait installer un mécanisme qui ferait s'écrouler le pont, la faisant tomber en mer. Le plan fut mis à exécution. En pleine mer, le plafond du navire s'effondra, mais au lieu de tomber, Agrippine fut protégée par le dossier de son siège. Puis le bateau se renversa et elle tomba à l'eau avec une servante. La servante cria « Je suis Agrippine !» espérant ainsi obtenir de l'aide. Mais les soldats de Néron, croyant qu'elle était réellement Agrippine, la tuèrent à coups de rame. Pendant ce temps, la véritable Agrippine nagea jusqu'au rivage et survécut miraculeusement. Quand elle arriva chez elle, elle envoya un message à Néron disant qu'elle savait que l'accident était volontaire et qu'elle pardonnait. Ce message terrifia Néron. Il comprit que tant qu'elle était en vie, elle serait une menace. Alors, il envoya un groupe de soldats dirigés par son conseiller Anicetus sous prétexte de mener une enquête. Ils entrèrent dans la villa d'Agrippine et l'assassinèrent violemment. Elle reçut plusieurs coups de poignard, dont un dans le ventre. Selon certains récits, elle aurait dit avant de mourir « Frappez mon ventre, c'est là que ce monstre a été porté ». Ainsi mourut Agrippine la jeune, l'une des femmes les plus puissantes et ambitieuses de l'histoire romaine. Et Néron était désormais libre. Après la mort de sa mère, Néron changea radicalement. Au début, il manifesta un soulagement évident, croyant qu'il pouvait enfin gouverner en paix. Mais très vite, il commença à perdre le contrôle de lui-même. Il se livra à des plaisirs sans limite, des fêtes, des orgies et des spectacles extravagants. Il négligea les affaires de l'État, confiant tout à ses favoris et à ses courtisans. Il pensait que l'art, la musique et la poésie étaient plus nobles que le pouvoir militaire ou l'administration. Il se mit à chanter en public, à jouer du luth et à monter sur scène, ce qui était vu comme une honte pour un empereur. Il obligeait les sénateurs et les nobles à assister à ses représentations. Ils devaient l'applaudir pendant des heures, même s'il chantait faux ou jouait mal. Ceux qui osaient critiquer étaient bannis, exilés ou tués. Sa paranoïa s'accentua. Il commença à soupçonner tout le monde de complot, même sa propre épouse Octavie. Il l'accusa d'adultère, la fit torturer puis l'exila, avant de la faire tuer. Il épousa ensuite Popée Sabina, une femme belle mais rusée. Elle devint son obsession et il la traitait comme une déesse. Mais même elle ne fut pas épargnée. Lors d'une dispute, Néron la frappa violemment alors qu'elle était enceinte, provoquant sa mort et celle de l'enfant. Ce crime bouleversa le peuple romain. Néron, pour calmer la colère populaire, organisa des jeux et des distributions gratuites, mais son image était déjà gravement ternie. Il tenta même de diviniser Popée après sa mort, ordonnant qu'on lui érige des statues et qu'on lui offre des sacrifices. Mais cela ne fit qu'empirer sa réputation, le peuple le surnomma le monstre couronné. En l'an 64 après Jésus-Christ, un événement tragique frappa la capitale de l'Empire. Un gigantesque incendie éclata à Rome et se propagea à une vitesse effrayante. Les flammes brûlèrent pendant 9 jours entiers, détruisant les 2/3 de la ville. Des quartiers entiers furent réduits en cendres, des milliers de personnes perdirent leurs maisons, leurs biens et leurs familles. Pendant ce temps-là, où était Néron? Selon de nombreux témoignages, il n'était pas à Rome au moment du déclenchement, mais il revint en hâte dès qu'il en apprit la nouvelle. Certains disent qu'il monta sur un toit et observa les flammes, vêtu de sa tenue de scène, chantant un poème lyrique sur la chute de Troie. Cette image frappa les esprits. Une rumeur terrible se répandit. Et si c'était Néron lui-même qui avait allumé le feu? Certains prétendaient qu'il voulait effacer l'ancienne Rome, pour construire une ville à son image qu'il appellerait Néropolis. Néron paniqua. Il devait trouver un coupable et vite. Il accusa alors les chrétiens, une minorité religieuse encore méconnue, considérée avec suspicion par les Romains. Il déclara que c'était eux qui avaient mis le feu, poussés par leur foi dans un Dieu vengeur. Ce fut le début d'une des premières grandes persécutions contre les chrétiens. Néron fit arrêter des centaines d'entre eux, hommes, femmes et enfants. Ils furent jetés au lion, crucifiés, brûlés vifs pour éclairer les jardins impériaux la nuit. Certains furent enduits de poix, puis enflammés vivants, suspendus à des croix en guise de torches humaines. Ce fut un chapitre sombre de l'histoire romaine et un témoignage glaçant de la folie de Néron. Mais malgré ces actes cruels, la colère du peuple grandissait. Le Sénat commença à le détester, l'armée à le mépriser et même les provinces à se rebeller. Après le grand incendie et la persécution des chrétiens, Néron perdit peu à peu le soutien de tous. Le Sénat le haïssait pour son arrogance et ses excès. L'armée, fatiguée de ses caprices, ne lui était plus fidèle. Et le peuple, affamé et appauvri, voyait en lui la cause de tous ses malheurs.
Mais Néron ne voulait pas l'admettre. Il continuait à vivre dans l'illusion de sa grandeur, jouant au théâtre, composant des poèmes, rêvant de reconnaissance artistique. Pourtant, les révoltes éclatèrent dans plusieurs régions de l'Empire. Les gouverneurs commencèrent à se proclamer empereurs, refusant d'obéir à Néron. L'un d'eux, Galba, soutenu par l'armée d'Hispanie, marcha sur Rome. Néron paniqua. Il alla voir le Sénat, implorant leur soutien, mais ils le déclarèrent ennemi de l'État. Il tenta alors de fuir. Accompagné de quelques fidèles, il s'enfuit dans une villa isolée, près de Rome. Là, il comprit que c'était la fin. Il n'avait plus personne. Même ses derniers alliés l'avaient abandonné. Il demanda à ses compagnons de l'aider à se suicider, mais aucun n'osa lever la main sur lui. Finalement, alors que les soldats arrivaient pour l'arrêter, Néron prit un poignard et avec l'aide d'un esclave fidèle, il se transperça la gorge. Avant de mourir, il aurait prononcé ces mots célèbres « Quel artiste meurt avec moi ?» C'était en l'an 68 après Jésus-Christ. Avec sa mort, la dynastie julio-claudienne prit fin. Le trône de Rome entra dans une période de chaos connue sous le nom de l'année des 4 empereurs. Et l'histoire retint Néron non pas comme un empereur glorieux, mais comme un tyran, un criminel, un fou, dont le règne fut marqué par la terreur, le sang et la décadence.